Bonjour, la dernière fois on s'était laissé à Desaguadero au Pérou. On a refranchi la frontière avec la Bolivie par le même endroit où on était venu lorsqu'il a fallu rejoindre ma famille à Pisco. Donc on a roulé tout droit jusqu'à La Paz pour faire très simple pendant 2-3 heures à peu près. Capitale la plus haute du monde, je précise, à plus de 3500 mètres d'altitude quand même. Et l'objectif lorsqu'on est arrivé, c'était en fait, on voulait s'installer là quelques jours parce que encore une fois on attendait du monde. Il y avait ma copine qui nous rejoignait, qui s'appelle Anne-Laure, qui malheureusement ne va pas pouvoir participer au vlog là parce qu'on a manqué de temps pour pouvoir lui trouver un instant pour qu'elle puisse enregistrer. Et en plus de ça, encore une fois, je serai tout seul parce que Tolo, pendant les 3 semaines dont je vais vous parler, là, lui est resté de son côté aux alentours de La Paz. Il avait envie d'être basé là et de prendre un peu de temps pour lui. Du coup, je serai tout seul pour vous parler de tout ça, mais c'est pas très grave, hein. On a quand même beaucoup de choses qu'on a vécues et dont je vais vous parler. On est resté 5 jours à peu près à La Paz dans un Airbnb qu'on avait loué, une maison assez sympa, même très grande en fait, dans les quartiers un peu chics de La Paz. On vivait au rez-de-chaussée sur une centaine de mètres carrés à peu près, tandis que les propriétaires vivaient à l'étage. Et au bout du 3e jour, le matin de très bonne heure, on a récupéré Anne-Laure qui a atterri à l'aéroport. À la suite de quoi, on a prolongé notre hébergement à la capitale pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est que mine de rien, elle avait quand même fait long trajet, du coup, elle accusait un peu le coup, il fallait qu'elle récupère. Et l'autre raison non négligeable, c'est que comme on vous l'a déjà expliqué, l'altitude étant très haute, c'est toujours mieux d'avoir un peu de temps pour s'acclimater à ça, surtout quand c'est soudain comme ça, parce que sinon, très vite, on peut ressentir des maux de tête et des choses comme ça, c'est assez désagréable. Le mieux étant de prendre quelques jours pour s'acclimater véritablement à l'altitude, et c'est ce qu'on a fait en restant 48 heures de plus. Donc on a dit au revoir à Tolo et on est parti à l'aventure vers l'ouest du pays, proche du Chili, pour s'arrêter tout d'abord en pleine nature vers un petit village qui s'appelle Tikara. Alors pour vous dire à quel point c'était en pleine nature, on a dormi juste à côté de la route. Comment vous expliquer? C'est pas vraiment une route en fait. Il y a plein de cailloux qui traînaient par là, ils les ont polis et puis ils ont dit que ça ferait une voie de circulation. Donc c'est à côté de ça qu'on a dormi. On se sentait véritablement au bout du monde en fait. C'était l'occasion pour elle de s'approprier un petit peu le van et un peu ce mode de vie qui est un peu difficile à se représenter lorsqu'on l'a pas directement vécu. On a pris le petit-déj le matin. Elle a adoré les grands espaces, les plaines immenses, les montagnes au loin. C'était un beau moment. Et donc on est reparti ensuite, très proche du Chili en fait. On était quasiment à la frontière chilienne, dans un parc national qui est magnifique, qui s'appelle le parc national Sarama, du nom du village éponyme qui est à l'intérieur. C'est je crois le premier parc national qui a obtenu le statut en Bolivie. Donc c'est le plus ancien et il a aussi la particularité d'être relativement difficile d'accès, si bien que ça en fait un endroit qui est essentiellement privilégié par les trekkers, les randonneurs, mais du coup il y a peu de monde. D'autant plus appréciable que les paysages là-bas sont magnifiques. En fait vous avez vraiment la steppe qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et ce sont les montagnes, les Andes en fait, qui vous bloquent l'horizon et qui la cisaillent de part en part comme ça lorsque vraiment vous essayez de regarder très loin. Il y a énormément de lamas et de vigognes là-bas. Chose un peu particulière pour cette fois, on avait décidé de rester plusieurs jours dans ce parc national. Faut dire qu'il y a beaucoup de choses à voir et on a commencé notre longue expédition par la randonnée du Cerro Comissario. Alors c'est une randonnée qui dure 2 heures à peu près, mais l'occasion de se mettre un peu en jambes et puis aussi pour familiariser Anne-Laure avec le fait de faire des efforts à cette haute altitude, prendre son temps. C'est une chose avec laquelle il faut s'acclimater quand même, notamment en termes de rythme. On peut pas marcher à un rythme aussi soutenu qu'on le ferait en ville ou lorsqu'on veut faire une promenade dans les bois. Faut respirer plus profondément, faut prendre son temps. C'était une très bonne mise en jambe et en plus l'avantage de cette randonnée c'est qu'elle offre un joli point de vue du parc en le surplombant légèrement, des kilomètres et des kilomètres de champs libres pour observer l'horizon, la nature et c'est vraiment très beau, assez magnifique, très coloré et les montagnes autour de nous sont vraiment très hautes, certaines culminant même à plus de 6000 mètres, donc c'est vous dire quand même à quel point on est haut dans ces moments là. Suite à quoi on a visité rapidement le petit village de Sarama. Alors c'est une bourgade, hein, c'est vraiment tout petit, c'est un petit hameau, il y a une quarantaine d'habitations, quelques restaurants et maisons d'hôtes qui ont ouvert là parce que c'est quand même un lieu d'intérêt touristique donc c'est important, mais globalement ça reste extrêmement sommaire et d'ailleurs l'ensemble des routes du parc de toute façon n'est absolument pas goudronné pour vous donner un peu une idée de à quel point ça peut être rudimentaire. On a marqué un petit arrêt à l'église du village qui s'appelle la Iglesia de Carluara de Carengos, rien que ça, et qui a été construite au tout début du XVIIe siècle. Petite anecdote, elle est surnommée la Sixtine de l'Altiplano. Faut avouer qu'elle vole pas son titre parce qu'elle est quand même extrêmement belle. Alors elle est bâtie en pisé, en chaux et en pierre calcaire. Malheureusement on a dû se contenter de visiter l'extérieur parce que c'est une visite pour laquelle il faut prendre rendez-vous
avec le curé et il n'était pas là ce jour-là. On s'est également baladé dans les environs du petit village. Il y a un petit ruisseau qui coule aux abords avec notamment beaucoup de lamas et de vigognes qui sont en semi-liberté et qui viennent paître l'herbe environnante tout autour. C'était un très beau moment, on a pu les approcher d'assez près d'ailleurs, même s'ils sont en semi-liberté, ils sont pas vraiment farouches. Et puis ensuite on s'est rendu jusqu'à un site de geyser encore magnifique, qui ne porte pas de nom particulier, qui s'appelle juste les geysers et qui s'enfonce en fait un petit peu dans les montagnes, si bien qu'on en est juste à côté lorsqu'on arrive et c'est le point de départ d'un certain nombre d'excursions et de randonnées, dont certaines assez longues. On a visité tout le champ pendant à peu près 1h30, 2 heures. Magnifique, les couleurs splendides. Je le redis encore une fois, mais les paysages volcaniques sont ceux vraiment qui vous procurent les sentiments d'incompréhension les plus totales lorsque vous les voyez. C'est-à-dire que vous n'avez jamais rien vu de tel tant que vous n'avez jamais rien vu de tel en fait. Du orange, du jaune, une végétation qui arrive malgré tout à pousser quelquefois dans des eaux qui sont bouillonnantes. Ça s'éloigne vraiment de tout ce que vous pouvez connaître et donc il n'y a rien qui ressemble à ça en fait. Chose assez marrante d'ailleurs sur iOverlander, l'application dont on se sert toujours pour savoir un petit peu les endroits qu'il y a à visiter aux alentours et où est-ce qu'on a envie de dormir. On a vu des gens dont les témoignages étaient le suivant, c'est que l'eau bouillonnante leur avait notamment permis de faire cuire des œufs. Et on a tellement aimé l'endroit en fait qu'on est resté dormir là pour la nuit, juste à côté des geysers. On s'est même offert un luxe, c'est qu'on s'est baigné pour la deuxième fois moi depuis que je suis arrivé et Anne-Laure la première, dans des eaux chauffées grâce à l'activité volcanique. C'est un petit peu différent des thermas de Poyoquere, là où on était au Chili, puisque l'environnement était hyper rocheux à cet instant-là. Là, on était beaucoup plus dans quelque chose qui se rapproche de ce que vous avez là, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de verdure, un peu de vase, etc. Ça donne une expérience qui est différente, mais absolument sublime malgré tout. Je vous le dis encore une fois, il n'y a rien de mieux que de mettre le pied dans une eau extrêmement chaude, alors que partout autour de vous, il commence à faire froid, voire même des températures négatives. C'est absolument génial comme sensation. Et contrairement à un bain qu'on pourrait faire couler, l'eau ne s'arrête jamais d'être chaude. On pourrait rester là des heures, véritablement. On a passé une nuit au parc, juste à côté de ces geysers, et puis le lendemain, on a fait une grande randonnée de 5 heures, 5h30 à peu près, pour rejoindre la première des Lagunas de Altura. Ce sont des lagunes qui sont très hautes. Elles côtoient en fait la frontière entre le Chili et la Bolivie, si bien que d'une manière un peu illégale quelque part, on s'est rendu au Chili en l'atteignant. Ça a demandé beaucoup d'efforts, c'est une randonnée qui était extrêmement physique. Par contre, arriver là-haut, c'était absolument splendide parce qu'en fait, la lagune en elle-même est jolie, mais surtout ce qui est très très beau, c'est qu'en fait, juste derrière, en arrière-plan, vous avez une montagne qui arbore, je dirais 6 ou 7 couleurs, du jaune, du bleu, du rouge, du turquoise, du vert, du noir, du gris, il y en a même plus que 6 en fait, eu égard à différents minéraux qui la composent. Encore une fois, c'est un paysage que vous avez vraiment pas l'habitude de voir et c'est magnifique, c'est vraiment un régal pour les yeux. Lorsqu'on est redescendu, chose assez marrante, au moment de l'ascension, le ciel était relativement dégagé. Pour autant, une fois arrivé au sommet, on a senti que ça commençait à se couvrir. Au retour, à peine 10 minutes après qu'on ait commencé à descendre, on a pris de la neige. On avait de la neige, on était pris dans une tempête, une petite tempête de neige. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accéléré le pas et à mesure qu'on redescendait, parce qu'on avait quand même atteint un dénivelé assez haut, la neige se transformait en eau. Mais voilà, on a quand même pris de la neige pour la deuxième fois en ce qui me concerne, puisqu'il y avait déjà eu l'épisode de la Laguna Negra au tout début au Chili, mais c'est une sensation qui est assez exceptionnelle. Et puis ça reste un bon souvenir, c'est-à-dire qu'on est en train de redescendre, ça se fait dans une bonne humeur, on n'a pas paniqué, on a juste accéléré un peu la cadence et on est redescendu assez vite pour rejoindre Manolo. Ce qui nous a d'ailleurs permis en deuxième partie de journée de rejoindre en voiture une ville qui s'appelle Oruro, dans laquelle on s'est pas vraiment attardé, on a juste dormi en bordure de la ville pour le lendemain s'occuper d'un certain nombre de petites formalités administratives et ensuite repartir vers une destination beaucoup plus intéressante puisqu'on a dormi à Colchani, qui est le petit village qui permet d'entrer sur le très célèbre Salar d'Uyuni. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un désert de sel. Plusieurs minéraux le composent, mais notamment il est extrêmement prisé à la fois pour son côté esthétique qui lui permet un attrait touristique certain, surtout depuis 10 ans à peu près, mais aussi minier puisqu'en fait il est chargé en lithium et le lithium est un matériau que les entreprises du monde entier s'arrachent puisqu'en fait ça permet de construire les batteries dernière génération de tout ce qui est appareil photo, téléphone, tablette, ordinateur portable, etc. C'est un endroit qui est très prisé pour plein d'aspects. Alors je vous rassure, on a largement assez d'espace pour ne pas se marcher dessus. Il faut quand même se dire un truc, c'est que le Salar d'Uyuni, c'est plus de 12 000 km² de désert totalement blanc et plat. Encore une fois, c'est quelque chose, il faut le voir pour le croire. C'est absolument incroyable d'avoir comme ça l'horizon blanc à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres vous donne une sensation complètement irréelle. Vous n'avez pas l'impression d'être sur Terre, vous avez l'impression d'être en train de rêver. Donc ça a été une mise en bouche incroyable et on s'est pas arrêté là puisqu'en fait le lendemain, lorsque l'on s'est réveillé, on a fait plusieurs choses. Déjà tout d'abord, on est allé visiter non loin de là le monument en sel qui célèbre la célèbre course qui s'appelle le Dakar parce qu'en 2016, le Dakar en fait est passé par cet endroit et du coup a été érigé à cette occasion. Ce monument qui est assez impressionnant et à côté duquel en fait trône énormément de drapeaux de plein de nationalités avec des gens qui ont laissé des petits mots en fonction de leurs origines respectives pour laisser une petite empreinte, une petite trace et c'est quelque chose qui est assez touchant. On a fait ce petit crochet et ensuite très vite on est allé à Uyuni, la ville cette fois, pour pouvoir réserver une expédition de quelques jours autour du Salar et de la région plus au sud qui s'appelle le Sud Lipèze. C'est quelque chose qu'on aurait pu essayer de faire avec Manolo, malheureusement les routes sont
réputées pour être extrêmement mauvaises là-bas, et aussi et surtout, il faut avoir une bonne connaissance géographique du lieu parce que c'est très mal indiqué et il faut savoir que telle route part à tel endroit et telle route part à tel autre. Sinon, on a vite fait de se perdre. Et en plus de ça, c'est un endroit où il n'y a pas du tout d'infrastructure, très peu d'essence, donc il faut partir avec beaucoup de réserves. Écoutez, on a préféré laisser Manolo sur le parking et prendre une expédition en 4x4, en Toyota Land Cruiser pour le lendemain. On a choisi la compagnie Esmeralda, qui était réputée pour être assez bonne. Et en attendant, on s'est un peu promené dans Uyuni ce jour-ci. On a dormi dans la ville d'ailleurs. On a profité quand même d'un petit truc, c'est-à-dire qu'on voulait partir le jour même. L'agent qu'on avait en face de nous, pour des raisons organisationnelles, ça l'intéressait davantage qu'on parte le lendemain. Nous, vu qu'on n'était pas extrêmement pressé, on lui a dit ok, pas de problème. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour compenser, on a eu le droit à quelque chose qui normalement est réservé aux gens qui prennent un jour de plus d'expédition. Le soir à Uyuni, il y a pas très loin de la ville un cimetière de train et on a pu aller s'y promener de nuit pour notamment aller faire des photos de nuit absolument superbes dans cet endroit un peu mystique, un peu flippant, je dois l'admettre, la nuit, puisque vous avez toutes ces carcasses métalliques, avant de rentrer sur Uyuni et de passer la nuit dans la ville, dans le van. Le lendemain à 10 h, on était prêts, au taquet, on nous a récupéré en 4x4, j'ai été garé Manolo dans un parking dédié, on s'est retrouvé à 7 en comptant le chauffeur, en expédition pour partir à la visite du Salar de Uyuni. La chance qu'on a eue, c'est que les autres personnes qui nous accompagnaient étaient toutes francophones. On avait un couple français qui était venu avec la mère du mari et un sexagénaire suisse, célibataire pour l'occasion, qui est venu tout seul en Amérique du Sud pour un séjour de 6 mois, je crois à peu près. Le couple, lui, est en Amérique du Sud et vadrouille comme ça depuis le Mexique jusqu'à l'extrême sud depuis 1 an. Et la mère du mec, en fait, est venue les rejoindre, elle est instite et elle est venue les rejoindre pour les 2 semaines de vacances qu'elle avait à cette époque-là pour les vacances de la Toussaint. Premier arrêt de cette expédition qui allait durer 3 jours, on s'est arrêté à nouveau au cimetière de train, 2 jours cette fois, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce lieu. Alors c'est un très bel endroit. Il se trouve qu'en fait Uyuni, historiquement, c'était un carrefour ferroviaire très important qui permettait d'emmener des marchandises jusqu'au Chili. Et en fait, à mesure que la crise a sévi peu à peu et que les machines ont commencé à moins bien fonctionner, elles ont été abandonnées là. Ça n'est que depuis que quelques années que la ville considère véritablement le site comme ayant une valeur historique et s'intéresse enfin à l'idée de sa conservation et de sa rénovation. Malheureusement, même si l'endroit est vraiment très inspirant, surtout pour moi qui aime bien ce genre de paysage, il est également truffé de touristes. Faut dire qu'on n'est pas les seuls en fait à partir en excursion. Qu'importe le nom de la compagnie qui vous emmène, on part tous à 10 h et on va tous visiter le même endroit pour commencer. Du coup, ça donne des foules absolument incroyables de gens. Et pour moi qui peux vite me sentir oppressé, en fait, ça a été un peu compliqué au début à gérer. On est ensuite revenu du côté de Colchani. Alors, nouvel arrêt un petit peu touristique. Là, cette fois-ci, vous voulez nous arrêter dans un marché artisanal. Bon, c'était sympa. On s'est baladé un petit peu avec Anne-Laure. On a regardé 2-3 trucs. Bon, il n'y avait rien de transcendant, mais ça nous faisait une petite halte et puis c'était sympa. On a ensuite rejoint à nouveau le monument de Dakar qu'on avait déjà vu. Alors, je vous le dis, la première fois quand on l'a vu, il était 8 h du matin, il n'y avait personne. Là, heureusement, quelque part qu'on l'avait fait parce que là, c'était vraiment blindé de monde. Du coup, je suis sûr et certain que les clichés qu'on a réussi à prendre sont beaucoup mieux que tous ceux qu'on aurait pu faire avec toute cette foule environnante. On a eu quand même l'occasion de manger juste à côté dans un endroit qui s'appelle la Comédore des Salles, qui est en fait une bâtisse toute faite en briques de sel et dans laquelle on a mangé un pique-nique puisque l'excursion fournissait aussi les repas et les boissons. C'est après que la véritable exploration du Salar a commencé en fait. Cette fois-ci, on s'est lancé pleine barre sur ce grand désert blanc, sans route, hein. Vous roulez un peu où vous voulez en fait parce qu'il est extrêmement plat et on a marqué un premier arrêt dans un endroit qui s'appelle la Isla Inca Huasi. C'est un endroit un petit peu surprenant puisque comme je vous l'ai expliqué, c'est très plat et très blanc le Salar. Au loin, vous voyez quelques montagnes et de temps en temps quelques formations rocheuses, mais globalement c'est extrêmement plat, extrêmement blanc, extrêmement uniforme. Et là, vous avez ce truc qui sort de nulle part, un monticule de terre et de roches, une espèce d'oasis au milieu de ce désert tout blanc. C'est proprement ahurissant, vous avez l'impression que ce truc-là ne devrait pas être là, qu'il a été oublié là quelque part. Et puis bon, il a fait son bout de chemin, il s'est un peu débrouillé comme il pouvait. C'est véritablement bizarre en fait. Vous avez l'impression que ça ne devrait pas être là, ça n'a pas sa place ici. C'est un endroit qui est truffé de cactus, notamment une particularité. Il y a des cactus qui peuvent atteindre jusqu'à une dizaine de mètres de haut, alors qu'il est connu que leur croissance ne se fait que de quelques dizaines de centimètres par an. On parle quand même de cactus qui sont relativement vieux quand même. Plusieurs centaines d'années du coup. C'est assez surprenant. Moi personnellement, je pensais pas que les cactus vivaient aussi longtemps. Et puis on a terminé cette première journée d'expédition en rejoignant notre maison d'hôte à San Juan, qui est un tout petit village qui est perdu à la limite entre le Salar de Uyuni et la région du Sud Lipèze. Ça a été une très bonne occasion d'apprendre à connaître un petit peu mieux nos compagnons de voyage. Autant toute la journée, on a été un peu envahi par le monde, autant pour ce soir-là, chaque compagnie ayant un endroit privilégié où elle fait dormir ses clients, nous étions quasiment tout seuls en fait. Et du coup, ça nous a permis de pouvoir profiter un peu de la tranquillité, de pouvoir se reposer dans les meilleures conditions. On est reparti le lendemain de bonne heure, aux alentours de 7 h du matin je crois, pour continuer vers le sud et rejoindre un mirador qui donne sur le volcan Oyagé, volcan qui est toujours en activité et dont on peut voir les fumerolles qui s'échappent encore du cratère. On estime sa dernière éruption aux alentours du début du XXe siècle. De loin, de là où nous étions, évidemment déjà le paysage rocheux autour de nous est exceptionnel. On a enchaîné ensuite avec plusieurs courts arrêts au niveau de lagunes de montagne, la Laguna Cañapa, la Laguna Edion,
Rionda, la Laguna Chircota et la Laguna Honda. Ce sont des endroits qui sont extrêmement réputés en fait pour être le lieu de nidification et de vie en fait d'un bon nombre d'oiseaux et notamment encore une fois de flamants roses. Alors là, même à la Laguna Chaxa au Chili, j'ai pas pu les approcher d'aussi près, quasiment aussi proche que vous êtes près de moi. On était vraiment très près, ils étaient très peu farouches et en fait j'étais un peu caché, j'ai pu les approcher de vraiment très près et c'est sans compter en plus les abords de tous ces points d'eau chargés en soufre et qui du coup sont bordés par des couleurs un peu jaune-orange et ça donne des points de vue absolument splendides. C'était l'instant faune et ça nous a permis de voir beaucoup d'oiseaux. Ce sont des endroits qui sont vraiment très beaux. On a continué à s'enfoncer dans la région du sud du PES, donc là on atteint progressivement l'extrême sud de la Bolivie pour rejoindre l'extrême nord du Chili et rejoindre un site géologique surprenant qui s'appelle l'Arbol de Piedra, l'arbre de pierre, en hommage en fait à tout un site qui est fouetté et refouetté par les vents et qu'en fait on sculpté des pierres d'origine volcanique, des champs d'alvéoles parfois sur des parois rocheuses et notamment cette sculpture assez emblématique qui ressemble à un arbre alors qu'elle est totalement composée de roches. Les Gérardets marqués également aussi dans un endroit qui s'appelle le désert de Dali. C'est un endroit qui est un peu mystique. Il ressemble étrangement, lorsqu'on le regarde bien, à certains éléments graphiques qu'utilisait Dali dans la composition de ses tableaux. Et ce qui est dingue, c'est qu'a priori, historiquement, il n'a jamais été confirmé que Dali soit venu précisément ici. Ça semble en plus extrêmement difficile étant donné que c'est dur d'accès. Il n'y a aucun texte, aucun témoignage qui relate de sa présence là-bas. Mais je vous assure, la ressemblance est incroyable. On a vraiment l'impression parfois qu'il l'a pris en photo et qu'il l'a décalqué. Est-ce une heureuse coïncidence ou est-ce que l'on apprendra plus tard que en fait, il s'est bel et bien rendu dans cet endroit? J'en sais rien, mais enfin, en tout cas, ça donne un côté hyper mystique à la chose. On a terminé notre deuxième journée d'expédition en nous rendant à la Laguna Colorada. C'est une lagune qui a la particularité d'être totalement rouge. Et elle est totalement rouge parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'algues et de minéraux qui viennent colorer son eau, qui la font changer du orange très foncé jusqu'au rouge sang selon les périodes de la journée et selon l'inclinaison du soleil. C'est absolument magnifique et d'autant plus magnifique que juste à côté, il y a des petites collines sur lesquelles il est possible de marcher qui sont en borax. C'est extrêmement farineux, blanc, ça s'effrite au toucher, vous pouvez en prendre et en jeter dans les airs, vous marchez là-dessus pour atteindre les abords de l'eau. C'est tout simplement splendide comme endroit, vous avez jamais vu ça. C'est l'endroit qu'a choisi Esmeralda pour nous faire dormir la deuxième nuit. On était encore dans une maison d'hôtes. On a eu de la chance parce que normalement on devait avoir une couche pour 5 et puis comme nous étions les seuls, on nous a gentiment proposé de nous répartir par groupe dans toutes les chambres qui étaient disponibles si on le souhaitait pour avoir un peu plus d'intimité, donc c'était top. Et puis j'avoue qu'une bonne nuit de sommeil allait me faire du bien parce qu'en fait le lendemain il a fallu qu'on se lève à 4 h du matin, 4 h pour aller rejoindre un site à nouveau géothermique, les geysers Sol de la Mañana. On les appelle comme ça parce qu'en fait l'environnement dans lequel ils existent ressemble étrangement à des paysages dont on suppose qu'ils ressemblent à ceux des premiers âges de la Terre. Là pour le coup les geysers sont extrêmement actifs, beaucoup plus que ceux qu'on a pu voir à Sarama. Il n'y a pas vraiment de barrière de sécurité, vous pouvez les approcher de vraiment très près. Alors faut être très prudent, mais du coup vous avez des clichés, des prises de vue et même pour vos yeux et pour votre odorat, parce qu'évidemment il est marqué aussi par la forte présence de soufre qu'il y a partout aux alentours. Il y a des choses totalement incroyables, vous voyez des mares de boue bouillonnantes, des colonnes de fumée absolument gigantesques dans lesquelles presque vous pourriez vous perdre tant vous les approchez de près. J'en ai vu plusieurs des geysers dans ma vie. J'en ai vu en Islande, j'en ai vu en Patagonie, j'en ai vu au Chili, j'en ai vu en Argentine, j'en ai vu au Pérou, j'en ai vu en Bolivie. Et ben ce genre de paysage, vous en lassez jamais en fait. Tout est toujours différent, il y a toujours quelque chose en plus. On a poursuivi ensuite par un arrêt à l'endroit le plus austral de notre expédition puisqu'on est allé voir les Lagunas Verde y Bianca. Ce sont des lagunes qui, comme leur nom l'indique, ont une apparence blanche pour l'une, verte pour l'autre, encore une fois à cause des minéraux particuliers qui composent leur sol. Je ne sais pas pour la blanche, mais la verte, je sais que c'est du cuivre, du sulfate de cuivre en fait, qui lui donne en fait cette couleur un peu verdâtre. Et c'est d'autant plus splendide que si vous arrivez, comme on en a eu la chance, par un jour où le vent finalement est assez faible, la réflexion est quasiment parfaite avec les montagnes alentours et du coup ça vous donne une perspective absolument dingue. La réflexion est légèrement teintée lorsque vous regardez l'eau. Une fois cette halte faite, on est ensuite remonté vers le nord en direction des Termas de Polques. Ce sont des thermes qui ont des origines naturelles, volcaniques, mais elles sont quand même aménagées par l'homme. C'est pas dérangeant parce que ça fait toujours plaisir de se baigner dans l'eau chaude, d'autant plus que la nuit qu'on avait passée la veille, lorsqu'on s'est réveillé, il faisait quand même moins 19. Donc c'est toujours agréable de se réchauffer un peu le corps et l'esprit en allant tremper dans une eau qui fait 36 degrés. On a eu l'occasion de barboter pendant une demi-heure et puis ensuite on est reparti. On n'a pas marqué d'arrêt véritablement significatif durant l'après-midi. L'idée était essentiellement que l'on remonte vers Uyuni pour récupérer Manolo et on est parti en direction de Potosi. On a dormi pas très loin, aux alentours d'un petit village qui s'appelle Pompayo, juste à côté d'un étang. C'était vraiment sympa. Ça faisait du bien de retrouver Manolo, le van, nos petites habitudes, tout ça. Et puis ça nous a permis le lendemain de faire une journée un peu plus tranquille de transition pour rejoindre Sucre, qui est la capitale constitutionnelle de la Bolivie. C'est une très jolie ville, un peu plus aisée je pense que le niveau global de richesse qui est assez bas en Bolivie, mais qui du coup lui donne un aspect historique quand même assez élégant. On a dormi dans un hôtel à cette occasion et le lendemain on a visité les alentours, on a visité la place centrale qui est extrêmement connue et même l'église dont on a eu la chance que ses portes soient ouvertes puisqu'en fait en général
elle ne l'est que le jeudi et le dimanche et on était un jeudi. On a pu rentrer à l'intérieur, il y a un sublime orgue en argent qui trône au fond. Et même si c'est une église jésuite, si vous vous souvenez bien à Cusco, je vous avais dit que c'était extrêmement baroque, et ben là c'est tout l'inverse. C'est extrêmement minimaliste en fait comme truc. Et du coup c'est assez marrant parce que l'église est jésuite, comme celle de Cusco, elle a été construite après, et du coup la dévotion s'est incarnée de manière totalement différente. Alors quelle est la façon la plus juste de rendre hommage à ces divinités? On ne sait pas finalement. Disons qu'on a essayé l'un pendant un temps et l'autre pendant un autre temps. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à remonter vraiment vers le nord de la Bolivie, alors qu'on était descendu vers le sud jusqu'alors, pour rejoindre le petit village d'Ansaldo. C'était une journée de transition, on a dormi sur le bas-côté de la route parce qu'en fait on voulait rejoindre un autre parc national qui s'appelle le parc national Toro Toro, qui lui est une merveille archéologique paléontologique, un peu à l'image d'Ichigualasco en Argentine, je sais pas si vous vous souvenez. Et c'est un endroit aussi pour lequel on souhaitait rester plusieurs jours. Et donc on y est arrivé vers midi le premier jour, et en fait assez vite on a voulu commencer à faire des excursions. Il y a quelque chose qu'il faut savoir quand on va au parc national Toro Toro, vous n'êtes pas autonome sur les excursions que vous souhaitez faire, toutes doivent être encadrées par des guides. C'est une volonté du parc pour éviter que les gens ne détériorent l'endroit, ce que je peux quelque part comprendre. Donc que vous fassiez des excursions à pied ou en voiture, il faut que vous alliez réserver un guide. Le bâtiment se trouve juste à côté de l'office du tourisme et à partir de là, vous planifiez en fait votre parcours. Vous pouvez programmer vos randonnées, vos balades. On a commencé nous par faire une balade à pied pendant toute l'après-midi du premier jour en direction des cascades El Vergel. Ce sont des cascades qui trônent au fond du canyon énorme de Toro Toro qui fait plus de 300 mètres de dénivelé et en fait elles sont entourées par une végétation luxuriante absolument splendide. Chose assez drôle, pour les atteindre, il faut descendre de très nombreux escaliers. Alors autant à la descente ça va, c'est pas trop compliqué. Par contre à la remontée, je sais pas si vous vous rappelez la scène du Seigneur des Anneaux où Frodon, Sam et Gollum empruntent les escaliers pour rejoindre le col de Cirith-Ungol, là où il y a Araigne que Sam tuera par la suite. Les plans qui avaient été tournés par Peter Jackson donnaient vraiment l'impression que les escaliers étaient extrêmement abrupts. Peut-être qu'il s'est inspiré de cet endroit en fait, parce que les marches sont vraiment très hautes et en remontée, le cardio c'est difficile quoi. Particularité quand même de ces cascades, c'est qu'il y a une espèce de caverne qui a été creusée derrière. Il est possible en traversant le ruisseau d'en avoir un point de vue mais de derrière en fait. Et ça donne des choses assez belles qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir lorsque l'on observe des chutes d'eau. Une fois ce diable d'escalier remonté, on est allé se poser sur un mirador artificiel qui a été construit, duquel on pouvait observer toute la splendeur, la grandeur et la magnificence du canyon Toro Toro. Les couleurs des parois rocheuses sont magnifiques, elles tirent sur le violet un peu. Et si vous prêtez attention, vous voyez des couches successives à l'image de ce que j'ai déjà pu vous montrer en Argentine, fort des différentes aires géologiques et de la concentration particulière à chaque fois de certains minéraux, de certaines roches significatives qui colorent les différentes strates superposées. On a également eu l'occasion de voir des traces de dinosaures pétrifiés, notamment un groupe de sauropodes. Ce sont les très gros dinosaures, les brachiosaures, les brontosaures, tout ça sont des sauropodes. Et ils ont laissé des traces il y a de ça des millions d'années, gigantesques, hein, et elles ont été prises dans la pierre et elles sont restées. C'est émouvant pour un fan de Jurassic Park comme moi de pouvoir toucher l'empreinte d'un dinosaure, ça m'a extrêmement ému en fait. On est ensuite retourné à Toro Toro pour y passer la nuit. Le lendemain, on s'est réveillé très bonne heure pour s'organiser une nouvelle excursion en voiture cette fois-ci pour rejoindre la Ciudad de Itas, qui n'a en fait rien d'une cité, c'est un labyrinthe de formations rocheuses extrêmement particulières et de plein de petites cavernes logées dans la roche avec beaucoup de parois colorées, eu égard à la particularité géologique de la région. Et également quelques traces d'art rupestre qui ont été laissées là par des hommes précolombiens, évidemment, il y a des milliers d'années de ça. L'après-midi, on s'est autorisé une activité encore un peu différente puisqu'on allait faire une excursion de spéléologie. On est allé dans la caverne la plus profonde de la Bolivie qui s'appelle les Cavernas de Humajalanta. C'est un endroit qui est profond de plusieurs kilomètres et nous on a pu faire quand même un dénivelé de presque 400 je crois. C'est un moment absolument dingue. En plus on était en groupe mais il y avait que des jeunes avec nous et du coup le guide qui était avec nous, la personne en charge de notre sécurité, voyant qu'on avait quand même du peps et l'envie de faire des choses, nous a fait passer par des endroits un peu plus sympas, un peu plus sportifs. On a traversé une chatière en S de plus de 9 mètres. Alors je vous le dis, claustrophobe s'abstenir parce que vous avez ça d'espace et vous êtes relativement serré. Donc si déjà les visites et les grottes ça vous fait un peu peur, ce genre d'endroit peut rapidement vous rendre très claustrophobe. La balade a duré 2 heures en tout. On a pu voir de splendides formations géologiques, notamment certaines qui ressemblent à des chapeaux, à des arbres de Noël d'ailleurs. Il y en a une en forme de sapin de Noël. On était parti pour descendre tout en bas et rejoindre un lac souterrain. L'objectif était d'observer des poissons aveugles qui vivent dans ces eaux. Malheureusement, c'est pas la saison et il n'y en avait pas ou ils n'étaient pas très facilement observables en tout cas, donc on n'a pas pu les voir. J'étais fasciné par l'endroit, c'était beau, c'était surprenant, loin de tout ce que je connaissais. Anne-Laure, qui pourtant peut ressentir quelquefois un sentiment d'oppression quand elle est dans des petits espaces, elle s'est éclatée comme une gosse, elle a couru, elle a grimpé, on a fait de la corde, on a fait de la descente en rappel, de l'escalade. Cette ultime promenade a conclu notre séjour à Toro Toro. On est reparti à la fin de l'après-midi. On a dormi encore une fois sur le bas-côté de la route puisque j'ai roulé jusqu'à tard dans la nuit pour essayer de nous rapprocher le plus près de Cochabamba, ville dans laquelle on est resté finalement 2 jours. Il s'est pas passé extrêmement de choses pendant ces 2 jours. On a dormi à l'hôtel histoire de récupérer un peu parce que mine de rien, nos excursions à Toro Toro et la route qui y mène et qui en part est extrêmement mauvaise. Avant de remonter progressivement à La Paz où nous avons rejoint et récupéré Tolo. Et à la
la suite de quoi, nous avons retraversé la frontière une nouvelle fois des Aguaderos pour rejoindre le petit village de Meija au Pérou, puisque nous allons redéposer Anne-Laure à l'aéroport et que nous souhaitons par la suite explorer en fait le nord du pays. Voilà un petit peu là où on en est. Et bah, ça a été assez surprenant en fait parce que comme on était que tous les deux avec Anne-Laure, j'ai pu voir et découvrir ce que ça faisait de vivre en couple dans un van. Et finalement, c'est pas radicalement différent, mais ça change quand même certaines habitudes, certaines choses. C'est encore très enrichissant d'avoir pu partager la couche pendant aussi longtemps avec quelqu'un de totalement différent de Tolo, puisque Anne-Laure est quelqu'un avec qui j'ai déjà vécu. On a vécu déjà 1 an ensemble avant que je vienne en Amérique du Sud. Nous retrouver et retrouver ces habitudes-là, mais dans un contexte totalement différent, avec un van, dans un pays qu'on connaît pas et tout, ça a été hyper riche d'enseignements et ça m'a permis d'avoir une idée encore plus nette de quelle est la meilleure façon pour s'adapter et pour vivre correctement dans un fourgon lorsque vous faites ça de manière prolongée en fait. Ça a été hyper intéressant à ce niveau-là. Et en fait, je crois que le bon mot, c'est que je me sens extrêmement fier. C'est-à-dire que dans la droite lignée de ce qui s'est passé avec ma famille au Pérou, je suis hyper heureux d'avoir pu partager de manière aussi transparente ma vie de tous les jours, si différente de celle que je connais et que mon entourage connaît aussi, avec quelqu'un que j'aime énormément. Ça n'a pas toujours été facile avec Anne-Laure, c'est-à-dire qu'elle, en plus, elle est arrivée, on était que tous les deux, donc il a fallu que très vite, elle se responsabilise, qu'elle devienne autonome, qu'elle prenne les habitudes qui sont liées à ce type de voyage. Donc ça a été un peu compliqué, mais elle a vraiment joué le jeu. Elle a été remarquable de volonté pour y arriver et une fois qu'elle a réussi à maîtriser la vie au jour le jour du moment où elle se levait jusqu'au moment où elle se couchait, elle a commencé à y prendre plaisir et en fait c'est ça qui se passe. Au début vous appréhendez, ensuite vous subissez parce que c'est compliqué, ensuite vous maîtrisez et enfin vous savourez fort de votre maîtrise progressive de tous les éléments qui composent la vie dans un van. Et du coup c'est hyper plaisant quand on est observateur un peu externe de tout ça puisque comme c'est quelque chose que moi je pratique depuis longtemps, je ne me rends plus compte finalement que j'arrive à vivre de cette façon. Pour autant quand je vois quelqu'un qui est totalement novice et qui s'approprie tous les us et coutumes progressivement, ça me fait plaisir de voir que 1, j'arrive à transmettre l'envie, 2, j'arrive à transmettre le savoir et les bonnes pratiques, et 3, j'en arrive même à un point où Anne-Laure, qui se sent tellement à l'aise, commence même à prendre des initiatives qui sont hyper intéressantes et qui nous aident véritablement à passer de très bons moments tout au long de notre séjour en fait. Et c'est ça qui est hyper beau, arriver à transmettre, former et voir quelqu'un s'élever et même proposer des choses dès lors qu'elle se sent suffisamment bien. C'est vraiment un sentiment hyper satisfaisant. Au début, ça n'a pas été facile. On s'était quand même pas vu depuis 4 mois presque. Il a fallu qu'on se réapprivoise un peu parce qu'on est quand même passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on a vécu ensemble et collés pendant 1 an. Et voilà que pendant 4 mois, on ne s'est pas vu, pas touché. Il y avait un véritable temps d'adaptation à faire pendant lequel il a fallu qu'on reprenne nos habitudes d'amoureux, de couple. Ça s'est fait lentement mais sûrement puisqu'on voulait absolument pas précipiter les choses. Au final, c'était la meilleure des techniques puisque au bout d'une semaine, on était redevenus complices. On arrivait à se faire des blagues et à se marrer alors qu'on était à l'autre bout du monde dans un environnement totalement différent de celui dans lequel on avait vécu lorsqu'on était tous les deux ensemble à Paris. Et en définitive, ça a été beaucoup de bonheur. Ça a mis du temps parce que retrouver quelqu'un avec qui on a tant partagé sa vie en étant aussi loin, c'est quelque chose de pas si évident que ça finalement. Déjà parce qu'il y a une forme de crainte quant au fait qu'on ne retrouve pas la connexion qu'on avait au préalable. Mais une fois qu'on a le signe que ça, c'est en train de revenir, après la confiance revient, l'aisance revient, l'amour est là, tout se met en place, les planètes s'alignent pour qu'on passe un excellent moment et c'est ce qui s'est passé en fait. Je vais commencer par le plus inattendu pour moi. Il faut savoir qu'en Bolivie, l'essence n'est pas au même prix lorsque vous habitez en Bolivie et que vous avez une voiture bolivienne que lorsque vous venez d'un autre pays et que vous avez une voiture qui est immatriculée dans un autre pays. Manolo étant immatriculé au Chili, on est soumis à une loi bolivienne qui nous oblige à payer un tarif international qui est de l'ordre de 2 fois le prix pour les locaux, ce qui est quand même incroyable en fait. Même si il est possible, fort de nos lectures sur l'endroit et les témoignages des gens qui sont venus en voyage ici, de négocier le tarif avec le ou la pompiste dès lors que vous êtes dans un endroit qui est pas trop visible, qu'il n'y a pas de voiture dans les environs. Vous pouvez demander en fait de sortir du système légal entre guillemets en demandant de faire un plein sans facture. Du coup ça c'est un petit peu galère parce que ça veut dire que systématiquement à chaque fois qu'on devait aller à la pompe, il fallait qu'on négocie le tarif. Il y a des fois on s'en est très bien sorti. Le tarif de base international est de 8,68 bolivianos par litre. Le tarif local 3,80 bolivianos par litre je crois. Alors il y a eu des fois malheureusement on a réussi à rien faire d'autre que de le négocier pour 7 bolivianos. Le mieux qu'on ait fait je crois c'est 4 bolivianos par litre et là on était vraiment très proche du tarif local et c'est une petite
petite fierté en fait quand on arrive à négocier comme ça et qu'on arrive à faire descendre le prix. Ça affûte nos talents de négociateur. Je vous rappelle quand même que moi il y a 4 mois je parlais pas espagnol, donc quand j'arrive à faire ce genre de truc quelque part, ça me fait plaisir quoi. Manolo nous a fait un peu des siennes. On n'avait jamais laissé aussi longtemps le van inactif que lorsqu'on est parti faire notre excursion de 3 jours autour du Salar. Et en fait quand on est revenu, malheureusement la batterie était à plat parce que c'est un véhicule qui se fait un peu vieux. Heureusement on a une technique, comme on a une batterie annexe qui charge lorsqu'on roule, et ben il suffit de la brancher et de fermer le circuit quand la batterie principale est déchargée et que l'autre est pleine. On arrive à simuler quelque chose d'assez proche en fait de ce qui se passe lorsque vous mettez des pinces et que vous faites tourner un véhicule qui fonctionne à côté et vous pouvez redémarrer le van. On a été hyper réactifs et on a très vite compris comment sortir de cette galère et c'est quelque chose qui s'est reproduit quand on était à Toro Toro vu qu'on avait laissé le van aussi sans trop s'en servir pendant 2 jours et on a très vite rebondi à ce moment-là. Et puis quand même grosse galère, les freins de Manolo nous ont totalement lâchés. Pour la première fois depuis qu'on a ce véhicule, on a eu un vrai problème mécanique. On était en train d'arriver à Cochabamba, on était en ville, je roulais, j'arrivais à une intersection et en fait à un moment donné j'ai appuyé sur le frein. Ça faisait plusieurs jours qu'on entendait un bruit bizarre. On avait prévu d'aller chez le mécanicien justement pour qu'il puisse regarder un petit peu ce qui se passait et faire d'autres ajustements. Et en fait au moment où j'ai appuyé sur le frein, j'ai entendu un gros bruit métallique. Blam! Et ensuite plus de frein du tout. J'ai appuyé comme un ahuri sur la pédale sans réussir à m'arrêter. Par chance, je roulais vraiment au pas. L'élan ne nous a pas emmenés jusqu'au croisement. Parce qu'en plus le feu était rouge pour nous, donc je vous laisse imaginer ce qui se serait passé. J'ai quand même été un peu pris de panique. Je dois quand même féliciter énormément Anne-Laure sur ce coup parce qu'elle a gardé son sang-froid. J'ai trouvé sur iOverlander un mécanicien qui est extrêmement réputé dans le coin. En revanche, je lui ai passé le téléphone parce que j'avais du mal à m'exprimer, moi parce que j'étais un peu paniqué d'avoir mis en danger ma vie, mais surtout la sienne en fait. Elle a été exceptionnelle de clarté, de lucidité, de compétence, puisqu'en 5 minutes à peine, elle nous avait préparé un rendez-vous pour le lendemain, 8 h, même la possibilité qu'ils viennent nous chercher avec une dépanneuse. Donc en fait, on a laissé Manolo sur le bas-côté de la route, on a laissé un mot parce qu'on était installé dans un endroit où le stationnement était interdit, et on est allé s'installer dans un hôtel. Le lendemain à 8 h, on était au taquet, et j'ai quand même réalisé un rêve de gosse, puisqu'ils sont venus nous chercher en dépanneuse, on était à l'arrière dans le van, et c'était la dépanneuse qui nous tractait. Moi, c'est un truc que j'avais toujours eu envie de faire depuis que j'étais gosse. On m'aurait dit que j'allais le réaliser en Bolivie, j'aurais sérieusement pas cru une seule seconde que c'était vrai, donc c'est quand même assez chouette quoi. Le succès le plus évident quand même, ça a été de se sortir de cette galère parce que problème mécanique un peu important, ne pas paniquer, être efficace, etc. Alors que j'étais avec une personne qui ne pratiquait pas depuis très longtemps le voyage en van, même si c'était galère, on a quand même été extrêmement efficace. Enfin je dis on, elle a été extrêmement efficace, soyons honnêtes. Et d'ailleurs justement, ça m'amène au deuxième succès, c'est que c'est moi à ce moment-là qui ai paniqué. C'est moi à ce moment-là qui ai perdu pied un petit peu, qui ne savait plus trop où donner de la tête. Et je pense quelque part que si elle a su autant garder son sang-froid, c'est que mieux que moi dans cette situation du moins, elle a su imprimer tous les principes, tous les grands principes d'entraide, d'écoute, de réactivité et d'adaptativité que je lui avais transmis dès lors qu'on a commencé à se lancer tous les deux à l'aventure. Et en fait de la voir elle prendre le relais là-dessus et gérer ça extrêmement bien, a posteriori et vraiment avec du recul, je me dis mais waouh, j'ai quand même réussi à transmettre, à donner l'envie à cette personne de devenir autonome à ce point-là en fait. Et c'est hyper satisfaisant en fait. En revenant du sud Lipèze le dernier jour lorsqu'on rejoignait Uyuni pour repartir ensuite vers Potosi, j'ai vu pour la première fois de ma vie une tornade, une vraie tornade qui n'était pas très grosse, mais j'ai vu une tornade se former et disparaître à une centaine de mètres de moi et ça a été un moment absolument dingue. En voir une d'aussi près, elle était haute d'une centaine de mètres, elle était large de quelques mètres à peu près, mais voir cette poussière qui tournoyait et cette tornade qui se déformait dans tous les sens et tout, c'est un spectacle absolument dingue. Je me suis cru dans Twister, alors évidemment c'était pas une F5, je me suis véritablement senti l'espace de quelques secondes comme un véritable chasseur de tornades qui est béat devant les miracles et la beauté et la dangerosité que peuvent provoquer certains événements qui sont totalement naturels. C'est absolument splendide. Autre chose, hier, alors que l'on roulait et qu'on venait de franchir la frontière à Desaguadero, on roule sur la route et le temps était extrêmement mauvais. Ça sentait l'orage. On monte progressivement un tout petit peu en relief et d'un coup, la pluie se transforme en grêle. Et il commence à grêler très fort. Si bien que, à mesure qu'on avance, à un moment donné, la route se retrouve couverte de ça, de grêlons, qui sont gros comme ma phalange à peu près. On est dans un virage, on perd de l'adhérence et on est en train de partir en dérapage. Tolo, qui conduisait à ce moment-là, a réussi un coup de génie en nous rétablissant sur la route. Et même si on s'est arrêté de travers, on a eu la chance que de chaque côté de la chaussée, il y avait des fossés qui faisaient 1 mètre, 1,50 m, je dirais, et on aurait pu véritablement aller au tas. D'ailleurs, à mesure qu'on reprenait nos esprits, on s'est rendu compte que 50 mètres plus loin, il y avait une camionnette qui avait eu beaucoup moins de chance que nous et qui s'était mis au fossé à peine 2 minutes avant que ça soit notre tour de se faire vraiment peur. Heureusement, ils avaient eu beaucoup plus peur que mal. Et en fait, c'était des commerçants et ils étaient en train de se battre pour essayer de sortir les cartons qui pesaient dans leur camionnette à l'arrière pour pouvoir essayer de repousser la voiture et la sortir
du trou dans lequel il s'était mis. On leur a filé un coup de main sous la grêle battante. Alors je vous raconte pas, mais c'est vraiment de la caillasse quoi. C'est-à-dire que quand ça vous tombe sur les bras, ça vous fouette et ça vous fait mal. On a réussi à les aider à sortir toute leur cargaison. Lorsqu'on s'apprêtait à essayer de les faire sortir de là, il y a une voiture de police qui est arrivée. La famille qu'on était en train d'aider s'est mis au milieu de la route pour essayer d'arrêter l'agent. Lui a demandé un coup de main. En fait, lui a pris son talkie-walkie et il a commencé à demander de l'aide. On a compris qu'on n'avait plus vraiment besoin de nous. On a salué tout le monde et on est reparti. Mais on s'est fait vraiment très peur quoi. Il y avait vraiment ça de grêle. C'était vraiment flippant quoi. Et puis voilà, je crois que ça conclut à peu près tout ce que j'ai à vous raconter pour cette fois. Je vous laisse et puis on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.